Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la bulle IA. Et oui les amis, on a un vrai risque de crise mondiale à cause de l'éclatement de la bulle IA. En tout cas, c'est ce qu'on entend partout, hein, de plus en plus. C'est bizarre parce que les vraies bulles éclatent plutôt quand on ne s'y attend pas. C'était le cas dans la bulle des dot-com en 2000, dans la bulle des subprimes en 2008. Là, par contre, on a plein de prophètes de malheur qui nous parlent du futur éclatement de la bulle IA. Donc, on va essayer de démêler le vrai du faux. Oui, il y a bien une bulle IA, mais non, c'est pas pareil que la bulle Internet de 2000. Parce que oui, beaucoup font le parallèle avec. Enfin bref, voilà. Donc l'économie de l'IA comporte beaucoup de défauts, hein. Déjà la consommation, hein, tout ce qui est intelligence artificielle, data center et tout ça pour alimenter, bah, c'est très énergivore. En plus, euh, le développement de l'IA constitue de véritables gouffres financiers qui poussent beaucoup d'entreprises comme OpenAI, comme SpaceX aussi, à s'endetter. Et puis il y a le développement d'une économie circulaire où, voilà, même pour te schématiser tout ça, vu que là on n'est que dans l'introduction de cette vidéo, un même billet de 10 va circuler entre plusieurs entreprises et faire gonfler le chiffre d'affaires, les revenus, les bénéfices et tout d'une même entreprise. Enfin bon bref, on va rentrer dans le détail de toute façon. Sachant que de toute façon l'IA, si ça a percé de cette manière, c'est que ça comporte quand même des qualités, hein. Je vais pas. Enfin voilà, c'est avant tout un enjeu de souveraineté et de domination. Beaucoup l'oublient. On est en pleine guerre froide technologique. C'est pas une bulle spéculative classique où l'État laisse faire. Là, c'est vraiment une bulle stratégique, un peu à l'image de celle des chemins de fer au 19e siècle ou du nucléaire dans les années 1950. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Raison pour laquelle, encore une fois, pour moi, ça va pas spécialement se passer comme en 2000, même si les risques de grosses corrections et de crise économique sont là. Mais voilà, on va démêler le vrai du faux encore une fois. En attendant, je t'invite à liker cette vidéo, t'abonner aussi pour voir d'autres contenus, commenter. Je suis curieux d'avoir vos avis sur ce sujet, hein, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, hein. De la discussion jaillit la lumière et puis partager, etc. Enfin, enfin bref. Donc oui, j'ai parlé à l'instant d'une économie circulaire en ce qui concerne l'intelligence artificielle, hein. On parle du Ponzi légal de l'intelligence artificielle. Donc, sur l'espèce de petit graphique là, de petit schéma que tu as sur ton écran. Donc on a trois types de flux. Donc déjà celles à base de flèches bleues qui correspondent aux investissements. Ben, on a par exemple le plus gros des exemples, Nvidia qui donne 100 milliards de dollars à OpenAI pour qu'OpenAI achète des puces Nvidia. Tu vois, quand je te parle d'économie circulaire, d'un même billet, bon c'était pour schématiser, mais d'un même billet qui va circuler entre plusieurs entreprises et tout, c'est à peu près ça. On a les flèches violettes aussi qui, elles, représentent les infrastructures. Donc là, c'est des flèches qui vont vers les constructeurs de puces et les gestionnaires de serveurs. Par exemple, il y a le deal entre OpenAI et Oracle de 300 milliards sur 5 ans pour que OpenAI achète à Oracle de la puissance de calcul qu'Oracle va construire avec des puces Nvidia. Vous voyez aussi pourquoi Nvidia est un peu au centre de ce schéma et aussi pourquoi Nvidia est devenue l'entreprise la plus capitalisée au monde. Même si là, ça a peut-être un peu changé suite à la récente correction de marché, mais en tout cas, voilà, Nvidia est arrivé parmi les mastodontes. C'est l'un des sept magnifiques, c'est pas pour rien. Et donc enfin, on a les flèches vertes qui, elles, représentent les services, hein, tout ce qui va concerner les serveurs, hein, d'Oracle, de Microsoft, d'Amazon, et également le produit final, hein, avec les applications créées comme ChatGPT pour OpenAI, qui sont revendues aux utilisateurs
ou enfin, aux entreprises du graphique. Et là, on boucle la boucle. Voilà. Et donc, cette économie représente de nombreux défis d'ingénierie et on doit faire face aux problèmes de pénurie de puces. Donc il y a le PDG de Nvidia qui voilà, a parlé de ce risque-là. Sachant que la fabrication de puces n'est pas le problème, hein, attention. Le problème, en fait, il y en a quatre principaux. C'est l'alimentation en données, la connexion entre elles, le refroidissement et le fait de leur donner assez d'électricité. Donc, pour t'expliquer, il faut bien comprendre qu'un data center IA, je te disais que tout à l'heure c'était très énergivore, ça consomme 10 fois plus qu'un data center classique. Et les puces chauffent trop, donc il faut passer à un autre type de refroidissement, le refroidissement liquide, voilà, sans trop rentrer dans le détail. Et puis, comme je le disais, il y a l'interconnexion, donc qui passe par le réseau. Et ça, ce n'est pas un problème de processeur, mais de vitesse de transfert de données entre des milliers de puces. Donc voilà, comme je le disais, il y a de nombreux défis. On est bel et bien dans une bulle, effectivement, mais pas comme pendant les années 2000. Car comme j'aime à le dire, et ça je l'explique depuis plusieurs vidéos, depuis plusieurs podcasts, et il fallait bien que je m'explique un jour et que je vous fasse cette grosse vidéo sur l'IA. Là, on a justement les 7 magnifiques dont je te parlais tout à l'heure. On a les GAFAM, on a Nvidia, on a Microsoft, même si Microsoft était déjà coté à l'époque de la bulle Internet, mais c'était pas pareil, évidemment. On a des entreprises avec des revenus réels et qui concentrent tout. Cette concentration, c'est à la fois un problème, mais c'était également une sécurité, parce que s'il y a une grosse correction sur l'éclatement de la bulle IA, on sait très bien que, voilà, Microsoft, Amazon, je sais pas moi, Google et compagnie ne dépendent pas de la survie de ChatGPT. Ils ont d'autres sources de revenus plus concrètes. Le cloud, par exemple, avec Azure pour Microsoft, AWS pour Amazon, puis leur business de base, le hardware, les logiciels, l'e-commerce pour Amazon, les réseaux sociaux pour Meta. Enfin, voilà, il y a il y a toutes ces choses-là. Ce qu'on risque en investissant, évidemment, pas de conseils financiers sur ma chaîne, mais ce qu'on risque, c'est une grosse correction, mais ce n'est pas euh, la disparition, enfin la faillite de l'entreprise sur laquelle on investit. En tout cas, si on investit sur les géants qui sont présents à l'écran. Hein, donc il y a Nvidia, les 7 magnifiques, puis on peut ajouter Oracle, AMD, IBM, Intel, voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va parler des revenus. Hein, on a dit que voilà, c'est un marché avec des entreprises qui font de vrais revenus. Bah justement, ça me permet de faire la transition vers le point suivant. Donc là, on a un graphique qui présente les profits des entreprises américaines après impôt. Et bah, on voit tout simplement, là, il n'y a pas besoin d'être un grand expert en graphique, que c'est en pleine croissance et que c'est assez corrélé à la politique monétaire du moment. Si on regarde bien, voilà, à chaque fois qu'il y a une explosion de la monnaie en circulation, on voit qu'on a une explosion des revenus, par exemple un peu avant 2010, suite à la crise des subprimes, où justement les revenus ont baissé dû à la crise, mais où ils ont remonté ensuite, parce qu'on a eu l'enclenchement des politiques de quantitative easing et ainsi de suite. Euh, D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la politique de quantitative easing et tout ça, en haut à droite de ton écran, tu as le lien vers une de mes anciennes vidéos qui va t'expliquer un peu le quantitative easing, les opérations repo et ainsi de suite, histoire d'aller plus loin. Et là, on voit aussi vers 2020. Donc, bon, on a eu le Covid, puis on a eu le quantitative easing, et on a eu d'abord une correction des revenus, puis ensuite une explosion, et ça ne fait que monter depuis. Et justement, aux dernières nouvelles, on a eu des chiffres de l'emploi, que ce soit l'emploi privé, les chiffres ADP ou l'emploi, les vrais chiffres du NFP, qui ont été mauvais, inférieurs aux attentes, et bad news is good news pour nous.
parce que ça induit justement que finalement, on n'est pas sûr que la Banque centrale américaine va maintenir ou augmenter les taux sur toute l'année 2026, vu les chiffres de l'emploi assez pourris. Donc voilà, ça peut être un nouveau catalyseur pour augmenter les revenus, imprimer plus d'argent, etc., etc. Et si on doit justement comparer avec la bulle Internet, ben, on voit que les boîtes ne faisaient absolument rien, justement. Alors, pardon, je vais plutôt montrer ça pour l'instant. Donc oui. Donc sur ce graphique, en fait, on a justement un comparatif entre décembre 99 et notre moment à nous. Donc dans la partie à droite, current, c'était current il y a quelques mois. Donc c'est peut-être pas à jour à 100%, mais il n'y a pas une grande différence avec la date d'aujourd'hui, le 5 juillet 2026. Le marché est à peu près tel qu'il était à ce moment-là. Ça ne change pas spécialement la dynamique et ce que je compte expliquer là. Mais voilà, j'ai quand même pris ce tableau parce que je le trouve intéressant. Donc, en fait, faut bien comprendre que on a justement les bénéfices attendus à... Alors, excusez-moi. Est-ce que je serais en train de dire n'importe quoi? Ou... pardon, pardon, pardon. Oui, donc on a justement le poids dans le SP500. C'est le fameux weight in SPX. Et on a le NTM, donc c'est pas une insulte, c'est Next 12 Months Price to Earnings. En gros, c'est le PER prospectif calculé sur les bénéfices pour les 12 mois suivants. Et donc, ce que nous avons, c'est qu'en décembre 99, on avait déjà Microsoft qui pesait 4,9% sur le marché américain et qui avait donc un PER, un Price Earning Ratio, c'est-à-dire donc le PER, c'est le rapport entre le prix de l'action et les bénéfices nets. Donc par exemple, tu as une action que tu achètes 1000 euros et tu as 100 euros de bénéfices nets par an, tu as un PER à 10. Et plus c'est haut, plus on est surévalué. Et donc là, le PER attendu sur voilà, les 12 mois à venir, il était de 69. Si tu prends Nvidia, qui au moment où ce graphique a été fait était l'entreprise qui pesait le plus sur le SP500 et dont le marché était le plus corrélé, on a un price earning juste 30 fois plus. Tu prends une boîte comme Cisco qui ne pesait que 2,8% dans le SP500 en décembre 99, le price earning prospectif sur 12 mois était à 101. Ça ne pesait que 2,8%. Time Warner, un peu plus bas, 1,4%. Prospectif à 217 en décembre 99. Aujourd'hui, le plus élevé, c'est Tesla. Tesla, qui pèse que 1,7% et qui a un PER sur 12 mois plus tard à 151. Ça, c'est uniquement dû aux attentes par rapport à l'autonomie, la robotique et tout ça. Mais sinon, tout le reste, en actuel, est plutôt... Enfin, c'est pas abusé non plus. La médiane est de 31. On le voit en bas. La médiane en décembre 99, c'était 41. Avec des boîtes qui faisaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et je dis pas qu'il n'y avait pas de vraies boîtes, loin de là. Mais tu peux pas comparer la solidité du business de Cisco à l'époque, par exemple, voilà, qui vendait des espèces de serveurs à des boîtes, à des startups qui allaient faire faillite 6 mois après, avec les revenus de Nvidia, de Microsoft, d'Apple et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible. Donc déjà, il y a ça. Là, on le voit là sur ce graphique. Donc
qui représente justement le PER comparé de Cisco et de Nvidia. Bon, on voit bien qu'à son pic, le PER de Cisco est monté à 214, alors qu'en mars 2000, voilà, elle était valorisée à 500 milliards de dollars, sachant que ses revenus n'ont jamais dépassé les 20 milliards de dollars par an. Enfin, c'était totalement abusé. Voilà. Et pour des revenus qui n'étaient pas assurés. Comme je l'ai dit, ça vendait des serveurs à des boîtes, enfin, à des clients très peu fiables. Aujourd'hui, on a les GAFAM qui font de grosses marges nettes, avec, voilà, qui ont des abonnements récurrents au cloud, qui génèrent des revenus grâce à des pubs. Donc, mais, ça, c'est Meta, avec Facebook, Instagram, Google aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. C'est pas comparable. Et alors qu'à l'époque, en 2000, voilà, tu avais un petit site internet de soi-disant vente de produits pour chiens, mais sans la logistique derrière. Et puis, t'en as qui investissaient dessus et ça s'emballait et ça faisait de la merde. Donc voilà, faut bien avoir ça en tête. Là, on a les CAPEX. Donc, les CAPEX, qu'est-ce que c'est? Les CAPEX, c'est les dépenses que font les entreprises en termes d'investissement, en termes d'actifs. C'est l'achat d'actifs par les entreprises. C'est pas les dépenses courantes. Les dépenses pour payer les salariés, pour payer les frais d'électricité et tout. C'est vraiment les dépenses pour acheter ce qui va rapporter plus tard. D'accord? Donc là, on a les 5 géants. Donc évidemment, voilà, Amazon, Google, Microsoft, Meta, Oracle, qui prévoit de dépenser, donc on le voit, hein, entre 650 et 700 milliards de dollars. Hein, c'est dépenses prévues pour 2026. Et beaucoup de détracteurs de l'IA, d'alarmistes, nous disent que oui, voilà, attention, regardez l'argent dépensé, c'est faramineux, c'est trop. Et c'est clair que le CAPEX des entreprises d'aujourd'hui, en termes de montant, est plus élevé que le CAPEX des entreprises de 2000. Ça, c'est clair et net. Mais la différence, c'est que les entreprises d'aujourd'hui ne s'endettent pas. Elles le font avec leur propre cash flow opérationnel. Ok. Voilà, il faut bien comprendre que les GAFAM le font pour alimenter leur cloud, qui sont des machines à cash déjà fonctionnelles, déjà opérationnelles, et non pas de simples promesses comme en 2000. Ils ont des carnets de commandes pleins à craquer déjà. On voit dans la colonne tout à droite, donc notable détail, euh, les revenus à l'année. Voilà, c'est déjà des. Enfin, on voit 142 milliards pour AWS, 240 milliards pour Google. Euh, voilà, c'est déjà colossal. Et ils vont dépenser pour gagner plus encore sur des choses qui fonctionnent déjà. Donc voilà, histoire de contrebalancer le côté un peu alarmiste, même si il faut toujours se méfier, une lourde correction de marché peut prendre forme. On a parlé de certains soucis de pénurie et tout ça en début de vidéo, mais il y a des choses qui vont dans le sens de l'IA, du développement de l'IA, et que la bulle IA n'est pas encore terminée. Maintenant, on va passer à un autre volet de cette vidéo, c'est le volet géopolitique. Parce que oui, comme j'expliquais en introduction, la bulle IA est entretenue par les pouvoirs politiques aussi. Donc voilà, la concurrence entre les grandes puissances pousse à justement alimenter cette économie, histoire de ne pas se laisser devancer, parce que si on ne le fait pas nous, eux le feront, tu connais l'adage. Et voilà, il y a notamment la grosse guerre économique, la guerre froide économique
monétaire et technologique entre les États-Unis et la Chine qui alimente cette course à l'intelligence artificielle et ça génère beaucoup de dépenses. L'État se mêle à la bulle IA. Donc aux États-Unis, c'est notamment via le CHIPS Act du 28 juillet 2022 où il est prévu de dépenser 280 milliards de dollars, dont 52,7 milliards de dollars de subventions directes à la fabrication de semi-conducteurs et 170 milliards en R&D et 25% de crédit d'impôt sur investissement industriel aux États-Unis. Donc voilà, le but pour les États-Unis, c'est vraiment de relocaliser la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Et en Chine c'est pareil, hein, ils ont leur plan aussi. Donc il y avait dans un premier temps le fameux Made in China 2025. Donc ça c'est un plan qui a été mis en place en 2015 où 120 milliards de dollars ont été prévus d'être dépensés pour les semi-conducteurs. L'objectif n'a même pas été atteint pour te dire. Ensuite il y a eu le Big Fund qui consiste en plusieurs vagues d'investissement par l'État chinois sur les années 2010 et début 2020. Et là cette année on a eu le 15e plan quinquennal qui vise jusqu'à 2030, qui est le plan le plus ambitieux, avec pour objectif des ventes supérieures à 288 milliards de dollars et la production par an de 600 milliards de puces. Et enfin, on a aussi, autre avantage pour la Chine, tout ce qui est métaux critiques, dont font partie les fameuses terres rares, hein, dont la Chine contrôle 90% du raffinage. Euh, en fait, voilà, les métaux critiques, en fait, ça comprend les terres rares, mais c'est pas que les terres rares, c'est tous les matériaux dont l'approvisionnement est jugé stratégiquement risqué par un gouvernement. Et on a notamment le gallium et le germanium qui sont indispensables à la fabrication de puces avancées et dont Pékin contrôle là aussi 90% des marchés. Et c'est pour ça qu'on parle de véritable bombe atomique économique chinoise si la Chine coupe ses exportations. Et donc voilà, j'en reviens au fait que l'intelligence artificielle, plus qu'une simple bulle économique, une bulle spéculative, c'est vraiment un enjeu de souveraineté, de domination alimenté par les États qui n'étaient pas présents lors de la bulle Internet. L'État a laissé faire. Et en fait, ce qui ressemble le plus à la bulle Internet, je trouve aujourd'hui, ben, c'est justement tout ce qui concerne la blockchain et les crypto-monnaies. Et voilà comment je fais le lien avec notre sujet de prédilection, à savoir le Bitcoin et nos bonnes vieilles crypto-monnaies qu'on aime tant et qui ont bien ramassé ces derniers temps. Ben voilà, les bulles qui ressemblent le plus à la bulle Internet des années 2000, en fait, c'est les fameux bull runs qui ont lieu en moyenne chaque 4 ans. Et après quoi, il y a de grosses corrections à chaque fois, les bear markets, et puis beaucoup de crypto-monnaies qui meurent. Et comme sont mortes beaucoup de startups dans les années 2000, voilà. Voilà ce qui ressemble le plus à la bulle Internet. Et est-ce un mal? Non, non, pas forcément. À partir du moment où tu comprends ça, pour moi, tu as compris l'essentiel. Maintenant, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, les valeurs technologiques et tout ça, euh, c'était, euh, c'est carrément devenu, par moment, par épisode, des valeurs refuges. Bah, pendant la dernière guerre, concernant Hormuz, ce qui a servi de valeur refuge, c'est les valeurs technologiques. Ce n'est même pas les métaux précieux, encore moins le Bitcoin. C'est vraiment, c'est vraiment les valeurs technologiques, l'intelligence artificielle et tout ça. Mais vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que
L'or est juste en phase corrective. Bitcoin aussi. L'or va reprendre sa place de roi. Bitcoin va reprendre sa place d'or numérique. En tout cas, il va la prendre. Ce n'est qu'une question de temps. En attendant, ben, moi je me gaffe comme je peux de crypto-monnaies, vu la grosse correction, vu ben, le bear market, même si c'est un bear market un peu moins violent que les anciens, mais quand tu vois le niveau des altcoins, c'est bon, on est clairement sur des niveaux de bear market, donc on va faire comme si, peu importe, là n'est pas la question. Pas de conseils financiers évidemment hein, sur ma chaîne. Si tu as peur, si tu veux pas te mouiller, ben, ne fais pas. Moi je fais, je prends part à cette aventure et également à l'aventure IA, car voilà, je pense que même s'il y a une bulle IA, je pense que la bulle IA n'est pas terminée et que bon, le meilleur reste à venir. Quoi qu'il en soit, wait and see, on verra bien. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Encore une fois, les pouces, abonnez-vous, commentez, partagez. Voilà, j'ai vraiment essayé d'apporter de la valeur. J'ai essayé de ne pas être trop catastrophiste ni trop pro quelque chose, tout en vous disant clairement ce que je pense. Hein. Voilà, je suis pas là pour vous cacher quoi que ce soit. J'aime pas les vidéos où les gens ne se mouillent pas. Euh, Moi je dis clairement, les cryptos, ça va revenir sur le devant de la scène. Il y aura un bull run, quand je sais pas, mais il y aura. L'IA, la bulle n'est pas terminée, il y a encore de l'oseille à se faire. Voilà, ça c'est mon avis. T'es pas obligé de le suivre, mais en tout cas, je suis honnête avec toi. Car ce bon vieux Max Invest ne retourne jamais sa veste. Hein? Allez les amis, à la prochaine. Bye.